Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons naviguer entre passé et présent pour nous demander ce qui reste de mai 68 en Limousin. C'est parti. Un demi-siècle plus tard, que reste-t-il de mai 68 en Limousin? C'est la question que nous nous posons cette semaine dans Dimanche en politique. À mes côtés pour cette émission, Philippe Mallet. Bonjour Philippe. Bonjour Anaïs. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur ce thème pour une série de reportages qui a été diffusée sur notre antenne. Et puis, vous nous apporterez vos connaissances et votre œil pertinent sur cet anniversaire et ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors, nous accueillons sur ce plateau 4 invités. Jean-Louis Escarfaille, bonjour. Bonjour. Vous étiez jeune cheminot en 1968 à la CGT. André Mazubert, bonjour. Bonjour madame. Vous étiez agriculteur en 68 à Perpezac-le-Noir, en Corrèze, et vous avez dirigé le syndicat MODEF qui représente les exploitations familiales. Vous nous raconterez comment cette période a été vécue dans les campagnes du Limousin. Robert Bonnessé, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez, vous, ouvrier chez la Savième, qui est devenue ensuite RVI à Limoges. Et enfin, Damien Maudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en sociologie à la faculté des lettres de Limoges, membre du collectif pour la protection de l'université. Vous êtes, vous, en lutte aujourd'hui. Vous nous direz en quoi mai 68 peut inspirer votre combat. Merci à tous les 4 d'être sur ce plateau. Alors, nous allons tenter de répondre à 3 questions au cours de cette émission. D'abord, quel souvenir de mai 68 en Limousin? Puis, ce mouvement a-t-il permis des avancées? Et enfin, quel héritage a-t-il laissé? Mais avant cela, on va plonger dans le vif du sujet. En mai 68, même si le Limousin est loin des émeutes parisiennes, les grèves et les manifs sont nombreuses à Tulle, à Guéret, à Limoges. Tour d'horizon du mouvement à travers le témoignage de 4 acteurs de l'époque, une lycéenne, un étudiant, un ouvrier et un journaliste que vous avez rencontré. Philippe, le montage est signé Sébastien Paslergue. Dominique Grador vit à Uzerche, une mère catholique, un père communiste. Le 22 mai, la voici dans les rues de Tulle. Le lendemain, elle passe à l'action. Le mot d'ordre, c'est la grève. Pas vraiment du goût de son prof de maths. Elle demande aux autres élèves tout simplement de dire s'ils sont d'accord pour ne pas faire cours. Et là, je dirais que les 2 tiers se déballonnent complètement. Elle dit donc à ce moment-là à mes petits camarades que finalement, je fais là une démonstration de ce que un esprit totalitaire peut provoquer. À Limoges, les étudiants en médecine ont déjà lancé le mouvement. Le 12 mars, tous en grève. En mai, avec les autres, ils occupent le pavé, les rouges avec les noirs. Le passé limougeot anarcho-syndicaliste ressurgit brutalement et les gens qui sont sur le bord de la route, notamment des réfugiés politiques espagnols, se réunissent. Et il y a 200 personnes d'anarchistes qui viennent derrière ce drapeau noir. À la souterraine, les ouvriers de la Socomec, l'ancêtre de GMS, décident à leur tour de sauter le pas. Réunion à la mairie pour créer un syndicat et leur patron qui frappe à la porte. Alors il a pris la parole en disant qu'un syndicat c'était nécessaire. Moi je m'en souviens, ça par contre je m'en souviens. Il a fait un discours, je me demandais des moments s'il avait pas sa carte. Pendant ce temps-là, l'ORTF, cette officine du pouvoir, voit ses antennes bouger. Fin mai, la grève est votée et tant pis pour les litanies déversées en direct. Avec la lecture insupportable des communiqués qui émanaient des entreprises qui annonçaient qu'elles fermaient. Et lorsqu'il y avait des communiqués syndicaux qui allaient avec, on les donnait dans un souci de liberté d'information qui était liberté enivrante dans la mesure où jamais on n'aurait fait ça auparavant. Mais pour l'État, le temps presse. Les accords de Grenelle sont signés à la hâte. En juin, les législatives, un raz-de-marée pour les gaullistes. 68 est déjà loin. Alors, première question de cette émission, quel souvenir? Philippe, je me tourne vers vous d'abord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mouvement n'est pas parti de l'université ici. Non, et tout simplement, Anaïs, parce qu'à l'époque, à Limoges, il n'y a pas d'université. C'est un collège universitaire. Alors, le mouvement commence par les éleveurs, je l'ai dit dans le reportage, avec le comité de Guéret, qui réunit l'ensemble des départements d'élevage dans le Massif central. Ce sont les premiers à descendre dans la rue en 67, mais aussi le 27 avril 1968. Des revendications comme la chute
par rapport à la chute des prix à la production, les inquiétudes par rapport à la future réforme de la politique agricole commune, mais aussi pour les plus jeunes, la question de la modernisation des exploitations. Puis les étudiants de médecine et de pharmacie vont embrayer avec une manifestation importante à partir du 12 mars 1968, à l'origine de leurs inquiétudes, une menace de fermeture du site de Limoges, et ils sont 100% à être en grève. Et enfin, les ouvriers, messieurs, sont en quelque sorte, au début du moins, en stand-by, mais ils ont vent de ce qui se passe à La Rochelle avec les dockers et à la Savième, à Caen, où il y a de grandes manifestations, de grands piquets de grève et de grandes luttes contre les CRS et les gardes mobiles à l'époque. Alors André Mazubert, je me tourne vers vous puisque vous représentez quelque part les agriculteurs ici. Peut-être bien mal, mais enfin... Quelles étaient les revendications du monde paysan justement à l'époque qu'on ne connaît pas forcément? Vous savez, tout ça c'est lointain pour moi. Alors... Non, dans le monde paysan, je me souviens plus très bien des revendications qu'il y avait. C'est vrai qu'on se battait toujours pour les cours, pour tout ça, mais dans ces années-là, c'est surtout l'évolution de l'agriculture qui était importante pour nous. Parce que nous prenions la succession de nos parents, qui travaillaient quand même dans des méthodes très archaïques. Donc on a voulu faire bouger l'agriculture et on était très occupés. C'était notre principale préoccupation. Il fallait apprendre à mieux soigner les bêtes, la mécanisation, tout ça. C'était assez difficile. Alors, il y avait des revendications catégorielles, les prix à la production, parce qu'il y avait de grandes inquiétudes à ce moment-là. Puis il y a la réforme de la politique agricole qui se profile à partir de fin 68. Et puis vous le disiez très bien, par rapport aux jeunes, cette question de la modernisation. Anaïque, par exemple, les jeunes comme monsieur vivaient très majoritairement chez papa et maman à l'époque. Donc, on vivait encore à nous, on a vécu à 4 générations pendant 30 ans à la maison. Vous voyez, c'était pas toujours facile. Et vous aviez 30 ans et vous viviez avec vos parents. Oui, j'avais 36 ans à l'époque, j'étais pas tout jeune non plus. Mais c'est vrai que c'était très difficile à faire bouger dans les campagnes. Tout ça, mai 68 a peut-être apporté beaucoup de choses, mais l'évolution est arrivée avec notre génération. Vous voyez, nous qui avons pris la succession de nos parents, c'est arrivé avec notre génération, l'évolution des femmes dans les campagnes, qui en avaient bien besoin. Conditions difficiles pour les femmes. Très difficiles, ouais. Qui ne sont pas restées toujours faciles. Mais enfin, c'est ça, si vous voulez, c'est le plus qui nous a marqué à notre époque. Toute l'agitation de mai 68, on était quand même un peu loin, nous. Les ouvriers étaient beaucoup plus près que nous, vous voyez. Justement, on va se tourner vers Jean-Louis Escarfaille. Vous étiez cheminot, jeune cheminot. Jeune, j'avais 19 ans. L'homme qui a planté le drapeau rouge sur la gare de Limoges. On va en voir une image, c'était un symbole, mais pour vous, ça a été une lutte majeure? Oui, on peut dire ça, oui. On luttait. Moi, j'avais quitté l'apprentissage depuis 1 an. 19 ans, vous étiez mineur à l'époque. Hein. Oui, j'étais mineur. J'étais mineur. En 1974, j'avais pas le droit de vote. Mais donc, j'étais à l'apprentissage jusqu'à l'année d'avant. Il y avait un centre d'apprentissage à la SNCF, 3 années donc, et il y avait une commission des jeunes cheminots, CGT. Il faut savoir aussi que la CGT n'obligeait pas les apprentis, pour faire partie de cette commission, à être syndiqués, puisqu'ils étaient qu'apprentis. Ils étaient libres. Oui, et donc la CGT était très forte à Limoges. Comme à Brive, au niveau des cheminots. Comme à Brive, oui, mais il y avait un centre d'apprentissage qui permettait un renouvellement, enfin, si on peut dire. Et donc, on était aussi dans les luttes. Et en 68, tous les apprentis ont fait grève. Je me souviens, ils sont passés devant les cheminots grévistes qui étaient émerveillés, voilà. Et puis comme on était jeunes, on a décidé de monter un drapeau drapeau rouge. Drapeau rouge, bien sûr. Qui avait été fait par votre maman, c'est ça? On l'a mis à contribution, oui. Sur ce qui est un emblème pour la ville de Limoges, c'est-à-dire le campanile, quoi. Là où on mettait les drapeaux bleu, blanc, rouge pour les célébrations, les commémorations nationales. Je précise pour rendre un petit hommage à Max Grimaud, qui, lui, était le responsable du syndicat qui suivait la commission des jeunes. Moi, j'étais le responsable de la commission des jeunes. Vous a accompagné. Mais lui, il suivait et il nous a toujours beaucoup aidés. À vos côtés, Robert Bonnessé, donc vous aviez 25 ans, vous étiez ouvrier à la Savième. Comment est né le mouvement? Comment il a rejoint les autres composantes de le mouvement, il a commencé au mois de mars, là, chez les métallos. Alors, les métallos de Limoges, c'était Legrand, Brousseau, Galinet, enfin, toutes les boîtes qui travaillaient dans la métallurgie.
Et donc on revendiquait les libertés syndicales, le pouvoir afficher dans son entreprise, pouvoir discuter avec les camarades de l'époque, la distribution des tracts, afin qu'il y ait du respect, quoi, pour... Parce que c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas du tout. Non. C'était réprimandé et donc on était... C'était pas vraiment une entreprise paternaliste, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais, d'accord. C'était un rapport de force patron-salarié. Voilà, c'était plus, par exemple, dans des petites entreprises comme Brousseau ou Galinet ou Rouchot, c'était des petites entreprises, peut-être que ça se passait un peu différemment. Mais il n'y avait pas que ces revendications, il y avait les salaires, il y avait... tout ça, donc ça bougeait déjà au mois de mars, mais ça avait bougé déjà même chez nous depuis le mois de février. Depuis le mois de février, vous avez fait des piquets, des piquets grèves? Oui, on a fait grève pour l'augmentation des salaires de 6%. Et donc ça avait marché parce qu'il y avait beaucoup de copains, quoi, qui participaient. Et vous aviez obtenu satisfaction sur les 6% entièrement. Mais on voulait ça minimum. On va se tourner maintenant vers Damien Modévo. Vous êtes étudiant aujourd'hui, donc à la fac de lettres de Limoges, faculté qui est en lutte depuis plusieurs semaines. Il y a un blocage notamment. Est-ce que cette forme de convergence des luttes dont on parle beaucoup aujourd'hui, ça vous inspire ? Alors tout d'abord, c'est une réappropriation de la fac, parce que la fac n'est pas bloquée, tous les étudiants peuvent y avoir accès, il y a des conférences qui y sont données tous les jours. Est-ce que ça nous inspire ? Oui, en fait, quand j'entends ces récits et quand je vois des jeunes depuis plus longtemps que moi qui sont fiers de ce mouvement de mai 68 et qui en ont retenu beaucoup de choses et qui ont sûrement été pour une grande partie conscientisés grâce à ce mouvement, bah ouais, effectivement, on est très fiers et on est très fiers de l'héritage que vous nous avez laissé. Justement, vous avez voulu vous ouvrir la fac au monde du travail, au monde agricole. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, ces dernières semaines ? Et bah, par exemple, tout à l'heure, on voyait l'entreprise, on voyait les GMS, du coup, l'entreprise de l'époque. Ouais. Et par exemple, on a eu les GMS qui sont venus à la faculté, donc à l'Université populaire de Limoges, qui est le nouveau nom de la faculté des lettres et sciences humaines. Et donc, ils sont venus, ils ont pu nous parler un peu de leur lutte, de comment ça se passait dans le monde du travail et dans leur lutte, quel était le rapport de force. On a eu aussi des cheminots qui sont venus et qui nous ont expliqué un peu les problèmes de la réforme de la SNCF, de la libéralisation du rail. On est aussi en contact toujours avec des salariés des EHPAD. On a vu les gens du plateau de Millevaches. Et c'est très intéressant parce que du coup, ils nous exposent un petit peu les pourquoi de leur lutte. Parce qu'au final, on peut se dire, on n'a pas exactement les... Enfin, je pense que eux, ils luttent pas pour la fin de la sélection à l'université. Non. Mais elle est là, la convergence, en fait. C'est qu'eux nous expliquent comment ça se passe. C'est-à-dire que à l'université, il y a ces réformes. Comment ça se passe après, comment ça se passe après, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et de nous dire, regardez, après, c'est pareil. En fait, le rapport de force, il doit être à tous les niveaux. Parce qu'à tous les niveaux, le gouvernement essaiera de vous avoir. D'ailleurs, la sélection à l'université, le numerus clausus aussi en fac de médecine et de pharmacie, à l'époque, en 1968, à Limoges, c'est vraiment important. Hein. C'est une revendication qui est portée, enfin une dénonciation plutôt, parce qu'il y a cette menace effectivement de numerus clausus. Effectivement, là, le contexte, il est quand même très similaire. Il y avait effectivement une réforme de l'université en 67, je crois, la réforme après la démocratisation du secondaire et donc plus d'étudiants à l'université. Et bah là, en fait, le contexte, il s'y ressemble beaucoup. Là, maintenant, c'est la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et puis finalement, on est en train de dire, du coup, la solution, enfin, c'est la même solution, en fait, c'est moins d'étudiants, du coup. 550 000 étudiants en 1968. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Mai 68, avancée ou recul ? On pose la question. On va se demander, Philippe, d'abord qu'il y a deux événements à retenir. Il y a les accords de Grenelle et les accords de Varennes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que là, il y a des avancées sociales incontestables. Alors, je sais, messieurs, que vous direz, ce ne sont pas des accords, mais des constats. Voilà. Mais ces avancées de Grenelle, donc pour les ouvriers, le SMIC qui est augmenté de 35% à l'époque, reconnaissance des sections syndicales dans les entreprises de plus de 50 salariés, et puis avancé aussi pour les ouvriers agricoles avec les accords de Varennes. Varennes, c'est le siège du ministère de l'Agriculture, SMIC augmenté de 7%, diminution du temps de travail, mais aussi 4e semaine de congés payés, ce qui est une vraie révolution pour ces ouvriers à l'époque, mais il y a un recul. Recul pour les patrons et recul aussi pour les exploitants agricoles parce qu'ils vont devoir passer à la caisse et payer leurs ouvriers. Et ici, ils n'ont pas forcément les moyens. Et puis, c'est un recul aussi pour les libertaires, pour les gauchistes, les maoïstes et les trotskistes qui dénoncent ces accords de Varennes et ces accords de Grenelle parce que pour eux, la négociation, c'est une trahison. Et finalement, on peut parler aussi d'échec par rapport à l'utopie que représente 1968 à l'époque. Alors, Robert Bonessé, est-ce que vous avez senti un avant et un après ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des
des choses obtenues concrètes et importantes pour les Oui, salariés. depuis le 2 mai, il y a eu une avancée. L'Assemblée vote la 4e semaine de congés payés. Et pour nous, c'est important, parce qu'une semaine de plus, c'était comme après 36. Et nous, vraiment, après, ça a commencé, l'esprit y était déjà, hein, parce qu'avec tout ce qui se passait, début mai, c'était en fusion. Et puis on avait, nous, dans notre groupe, Saviem, on avait à Caen, on avait à Nolay. Oui, voilà, ça bouillait, quoi. Et puis on avait des contacts. Et ça a commencé vraiment, nous, le 17 mai. Quand on s'est réunis, les 3 syndicats, pour une occupation partielle de l'usine. Et ensuite, après ce rassemblement, donc, on est parti en grève. Il y a eu une prise de conscience vraiment politique chez les salariés qui est née à ce moment-là. De tout le monde, voilà. C'est dire qu'on était à 100%, non. Mais c'est vrai, parce qu'il y avait un peu c'est pas évident, hein, de partir en grève, on ne sait pas où on va. Et... On ne sait pas combien ça va coûter. Mais quand même, les gens ont pris conscience et on est parti dans la lutte, quoi, avec tous nos camarades, Legrand, toutes ces entreprises qui déjà on avait rencontré, quoi. Parce que le 13 mai, c'est la grève générale en France, enfin de Paris, mais il faut qu'il y ait une répercussion ici en Limousin, en cascade, et c'est le 17 mai qu'il y a la grève générale dans les industries du coin. Donc après, si vous voulez, oui, le drapeau rouge, on l'a mis aussi sur la cheminée. Mais justement, Jean-Louis Escarfaille, du côté des cheminots, il y a eu aussi des avancées importantes. Oui, mais on a profité de l'augmentation des salaires, des congés payés, des heures. On est passé à 44h30 au lieu de 46 heures, et puis après à 40 heures. Oui, 28 jours de congés, parce que nous, c'est plutôt en jour qu'en semaine avec les conducteurs. Si, il y a eu des avancées, mais qui n'ont pas été jugées assez forte, et c'est pour ça que les cheminots ont fait un peu plus de grève sur la fin. Voilà. Mais est-ce que les accords de Grenelle sont, pour les ouvriers du Limousin, de Limoges en particulier, de bons accords? Est-ce que les ouvriers sont enthousiastes une fois? Parce que, bon, à Paris, c'est pas le cas, hein, on s'en souvient. Allez-y. Oui, pas immédiatement. Hein. Par exemple, les 40 heures, on n'en a pas bénéficié tout de suite. Ça a été, on a enlevé demi-heure tous les ans. Ah oui, c'était très progressif. C'est arrivé progressivement. Donc, si vous voulez, il y a eu des augmentations de salaire. Après, on a eu 7%, et au mois d'octobre, on a obtenu jusqu'à 10% d'augmentation. Mais il a fallu quelques mois avant de... André Mazubert, du côté des exploitations agricoles, il a fallu aussi augmenter, vous le disiez, Philippe, les salaires des salariés agricoles. C'était compliqué, ça? Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu de salariés agricoles. Toutes les fermes agricoles qui étaient dans notre région, c'était des fermes familiales, où vous aviez le chef d'exploitation, vous avez encore les parents, et souvent la grand-mère qui faisait la soupe, vous comprenez? Donc on était très peu concernés par cette chose-là. Peut-être un peu quand même sur le département de la Haute-Vienne, où il y avait des exploitations un peu plus grandes avec des ouvriers agricoles un petit peu mais plus. En Corrèze, non, il y avait très peu. Ou qu'en Creuse. Mais c'était vraiment valable pour dans le Nord, évidemment, avec les exploitations céréalières. Mais voyez, et c'était très difficile pour les exploitants agricoles. Voyez, les gens qui ont des vergers emploient de la main-d'œuvre. Même aujourd'hui, des agriculteurs qui ont des fermes plus importantes, qui sont souvent seuls sur l'exploitation, parce que leurs femmes travaillent ailleurs, ils ont maintenant des salariés. Mais à l'époque de mai 68, dans les fermes, c'était la ferme familiale qui n'était pas encore très importante. Vous avez 30 ou 40 bêtes dans une ferme, ce n'était pas les fermes de 100 ou 150 bêtes qu'on connaît aujourd'hui. Et comment vous voyez les événements, justement? Vous vous réunissiez devant la télévision, s'il y en avait une radio, pour suivre tout ça? Il y avait encore très peu de télévision. Nous avions la télévision depuis l'année d'avant. 67. Donc, il y avait peu de quotidiens. Donc, il y avait peu d'informations. Il y avait la radio. Vous écoutiez quand même pas la radio d'État, mais RTL, Europe 1 à l'époque. Mais on ne savait pas que c'était la radio d'État. On savait qu'il y avait le ministre de l'Information. On a appris tout ça. Comme M. Fouché était ministre de l'Information, on a appris tout ça. Et puis tout ça, c'est ce qui a fait exploser la cocotte minute, bien sûr. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas. On n'était pas informé de toutes ces choses-là. Damien Maudet, vous, aujourd'hui, vous espérez faire plier le gouvernement? Vous sentez que c'est possible ou pas? On dit qu'il y a un essoufflement du mouvement. Non, il n'y a absolument pas d'essoufflement du mouvement.
Par contre, est-ce qu'on espère faire plier le gouvernement? C'est toujours délicat, parce qu'il n'a pas l'air de bien vouloir plier. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est... en fait, on cultive un peu une colère, étudiante et une colère sociale en règle générale. Et on cultive cette petite chose, et on sait très bien que si le gouvernement ne plie pas sur la réforme, et même d'ailleurs globalement, hein, si le gouvernement ne décide pas d'investir massivement dans les universités, on sait que ce qu'on est en train de cultiver, enfin ce qu'on est en train de planter, on va le cultiver à la rentrée, et là il y a un long quinquennat qui s'annonce. Et en fait, on sait très bien que là ce qu'on fait, c'est une conscientisation. Et quand je parlais de mai 68, que du coup on avait des gens qui avaient été conscientisés grâce à mai 68, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que maintenant, les étudiants ont du temps, on peut discuter, on peut avoir des conférences sur plein de sujets divers et variés qu'on n'avait pas à l'université. Et là, je pense qu'on est en train de créer quelque chose de plutôt énorme et plutôt gros qui va nous promettre un très joli quinquennat. On est loin des libertaires de 1968 aujourd'hui, dans les revendications et dans les prises de position. C'est toujours une autre époque, évidemment. Alors, on va entamer notre dernière partie, justement, mai 68, mai 2018. Quel héritage? Philippe, on vous retrouve une dernière fois. Révolte ou révolution, mai 68? Alors, moi, je dirais, disons, la plupart de mes interlocuteurs disent révolution. Oui. Moi, je dirais, sous forme de boutade, mais c'est pour reprendre le livre de Hamon et Rothman, des révolutionnaires sans révolution. Cohn-Bendit et tous les autres ont été les porte-drapeaux, les porte-flambeaux du cri de colère d'une jeunesse qui s'ennuyait fermement. On le constatait à l'époque, mais c'était aussi une révolution culturelle. Là, ok, c'est une révolution culturelle parce qu'elle remet en cause le père de la nation, De Gaulle, mais aussi le père du communisme, Staline pour les plus jeunes communistes qui contestent cette figure, et aussi contestation de la figure paternelle dans l'entreprise, à l'université, à la maison. On peut dire donc que c'est une révolution en ce sens, mais sans aboutissement politique, puisque en juin 1968, il va y avoir les élections législatives, dissolution de l'Assemblée nationale et un raz-de-marée gaulliste qui est avec une majorité absolue. C'est extraordinaire pour les gaullistes puisque depuis 1958, ils n'avaient jamais eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et justement, messieurs, quand vous avez vu le résultat de ce que vient de dire Philippe, il y a eu une forme d'amertume, il y a eu une incompréhension de votre part ou pas? Ah si, quand même. Oui, bien sûr, mais vas-y. Non. Mais... Moi, je sais que... Ouais, déjà, on le sentait le 1er juin, il y a les grandes manifestations de Limoges où on était 30 000. Déjà, beaucoup de gens avaient pris conscience et c'est vrai que oui, ça fait bouger des choses à tous les niveaux, à l'Assemblée, partout. Et puis, même dans nos entreprises... Il en est resté quoi, finalement, alors? Une conscience politique Ouais, il y a eu une conscience politique, ça c'est sûr. Mais il y a eu une avancée aussi, il faut pas même si on l'a pas eu dans l'immédiat, on l'a senti après par la suite. Et c'est une avancée sociale et un échec politique. Mais ce qui m'avait frappé, moi, c'est qu'il y avait beaucoup de solidarité à l'époque. Oui. On était très solidaires. De la part des agriculteurs, notamment. Ouais, on ne se posait pas de questions. On voit que dans la société, maintenant, il y a un peu plus d'égoïsme qu'on avait, alors qu'on ne trouvait pas à l'époque. Jean-Louis Escarfaille, vous êtes d'accord avec ça? Oui, bon, je ne voudrais pas dire que les révolutions sont toujours le fait de minoritaires, mais quand même, nous, on luttait pour faire plier le patronat, pour faire plier le gouvernement, mais c'était un mouvement syndical. Bien sûr. Et pas politique et social. Enfin, voilà. Le Parti communiste, lui, pensait que ça aboutirait mais sans ça, vous l'invitez. Oui, mais la CGT était proche à l'époque du Parti communiste. Oui, mais pas tous. Comme vous parliez des jeunes, pas tous, effectivement. Et il y a eu des avancées syndicales très fortes. Par exemple, la CGT qui avait été exclue du conseil d'administration de la SNCF en 1948, au moment de la guerre froide, a été reprise dans ce voilà. Et il y a eu pour des libertés syndicales gagnées. Il y a eu pas mal de choses. Donc on a gagné des choses, mais politiquement, effectivement, et il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on n'a pas gagné grand-chose, c'est vrai. André Mazubert, pour vous, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de mai 68? C'est plus des questions de société, de conditions de la femme, par exemple. Qu'est-ce qu'il en reste? Je ne saurais pas vous dire si c'est exactement mai 68, mais il y a eu une évolution considérable dans les campagnes. En ville, les gens ne se rendaient pas compte, mais dans les campagnes, c'était quand même un monde un peu archaïque. Alors,
ce qui reste, je ne sais pas si c'est mai 68, a peut-être aidé, a peut-être poussé un peu à la roue. Mais ce qui nous a beaucoup marqué, moi et notre génération, c'est surtout l'évolution des femmes dans les campagnes. Vous savez, avant, nos mères, nos grands-mères, c'était la femme au foyer. Nos femmes ont appris à conduire, elles sont sorties. Vous savez, quand nous étions jeunes, que nous allions au bal, si vous avez vu une fille avec du rouge à lèvres, du rouge à lèvres et une cigarette, vous l'envoyez rue Saint-Denis ou à Pigalle. Ah oui. Vous voyez, c'était ça. Oui. Donc après, ça a beaucoup évolué et ça évolue encore. Ça a tellement bien évolué qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont restées à la campagne, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'en reste plus aucune. Où est la raison? Je ne la connais pas, mais il y a bien des raisons. Et c'est dommage. Il nous reste 3 minutes d'émission. Damien Maudet, vous, qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous retenez de cet échange déjà et puis de ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous voyez vraiment, vous, un compagnonnage entre ces deux mouvements-là? Eh bien, déjà, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Même si on n'a pas parlé de victoire politique en tant que telle, il y a quand même beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, c'est la minorité qui fait la révolution. Je crois que c'était ce que vous avez dit. Oui. C'est très intéressant, effectivement, parce qu'au début, c'est ce qu'on nous reprochait. Vous êtes minoritaire, vous êtes minoritaire. Oui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à la dernière assemblée générale de la fac de lettres, on était 730 personnes. Et 730 étudiants de fac de lettres. Vous êtes sortis, vous étiez tellement nombreux que vous avez dû sortir. On était dehors. Ouais. Et 730 étudiants de fac de lettres parce qu'on avait de quoi pointer. Donc moi, voilà, j'ai beaucoup d'espoir. Je suis heureux d'entendre ça parce que ça veut dire qu'en fait, ça peut marcher. Ça veut aussi dire que malgré les années qui ont défilé, on a 3 personnes qui sont toujours autant engagées et aussi fières de ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, nous, qu'est-ce qu'on espère? En fait, on espère aussi une nouvelle libération de l'université. On espère avoir des universités toujours plus ouvertes, avec du budget, avec beaucoup plus de moyens, parce qu'en fait, c'est pas le cas. On espère aussi avoir des universités qui se penchent plus vers l'éducation peut-être un peu plus populaire, avec des conférences sur l'actualité. En fait, ce qu'on est en train de faire, en fait, on espère que l'université de Limoges tout d'abord, et même au niveau national, va prendre un peu exemple sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà ce qu'on espère. Est-ce que ce combat-là ressemble peut-être plus à celui de 1995 avec les cheminots en tête qu'à 1968 finalement? Parce que vous avez des revendications qui sont un petit peu catégorielles. Les cheminots, les ouvriers dans l'industrie également. Les agriculteurs ne sont pas encore descendus dans la rue, mais enfin ils vont peut-être le faire avec la prochaine réforme de la politique agricole commune qui pointe son nez en ce moment. Donc on est peut-être plus vers en parallèle avec 1995 que 1968. Messieurs, en un mot, si vous aviez un conseil à donner à Damien et à ses camarades de l'université, ce serait quoi? Il faut lutter. Ils ne nous donneront rien. La société est dirigée par la caste économique et il faut lutter. Et comme disait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Robert Monessé, vous êtes d'accord? Il faut rien lâcher aussi, et puis il faut garder l'esprit qu'on avait à l'époque, que ce que je viens de te dire, la solidarité entre vous, avoir le même, aller dans le même sens. Le même sens, voilà, pour évoluer justement sur ce que tu venais de dire. Et éviter la violence. Et éviter la violence. Merci beaucoup pour ce message, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci Philippe. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, mais aussi sur notre page Facebook. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Louis Roussel. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit aujourd'hui Julien de Normandie, le ministre chargé de la cohésion des territoires. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au Parti socialiste en Limousin. À dimanche prochain.